Ok, donc bonjour à tous et bienvenue dans cet événement sur le test, tout ce qui va être focus sur la test suite de UiPath. Donc j'ai lancé le recording, donc comme ça vous êtes au courant, et tout le recording, le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc sans plus tarder, je vais partager mon écran et on va pouvoir démarrer cette session sur le monde du test. Hop là. Partager. Parfait. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, là, on voit un fond magnifique. Oui. C'est la vue de chez moi. Parfait. Donc là, normalement, vous voyez les slides. Donc, bienvenue à tous. Et donc, on va faire un focus sur la partie suite. Bienvenue à ce meetup organisé par la communauté UiPath France. Donc, avant de rentrer sur le sujet de la test suite de UiPath, on va parler un petit peu de la communauté UiPath France. Donc, Hiba, qui est chapter leader de la communauté, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la communauté UiPath France? Yes, alors déjà, commençons à parler du UiPath Community au global. Donc, UiPath Community, c'est vous, c'est nous, c'est toute personne qui utilise les produits du UiPath, quels qu'ils soient, et qui aussi souhaite justement participer dans l'entraide. Donc, par exemple, apprendre et mentorer des gens via UiPath Academy, répondre aux questions ou poser des questions sur le UiPath Forum, ou encore participer à des événements comme celui d'aujourd'hui, ou même être à l'origine d'un événement. Donc voilà. Et du coup, pour UiPath Community en France, donc c'est plusieurs personnes, dont celles que vous voyez qui sont actives, enfin, en tout cas dans ce petit camailleux de personnes. Donc, si ça te dit de parler sur un sujet UiPath, eh ben, n'hésite pas à devenir speaker à un événement ou même être écrivain pour un article LinkedIn ou sur le UiPath Forum. N'hésite pas à nous contacter sur LinkedIn. Et sinon, si tu as des idées tout simplement d'événements ou des retours à nous faire sur tous les événements que tu as pu voir avec nous, n'hésite pas à le laisser sur le Google Forms. Super. Merci beaucoup, Hiba, pour cette présentation. Et donc, n'hésitez pas à rejoindre cette merveilleuse équipe de la communauté UiPath France. Alors, c'est parti. On va du coup faire un petit focus aujourd'hui sur le monde du test. Et donc, pour nous parler du monde du test aujourd'hui, donc j'aurai l'honneur d'être là pour ce meet-up pendant 1 heure avec vous. Mais celui qui parlera, celui qui vous fera la démonstration, celui qui va tout nous transmettre aujourd'hui, c'est Abdel. Abdel, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, merci Ada. Moi, c'est Abdelaziz Zaiter. Je suis un consultant RPA chez Capgemini. Je suis aussi en mission chez Volkswagen pour la mise en place de la test suite au sein de Volkswagen. Et voilà. C'est bon. Super. Merci beaucoup. Et aussi, bon, ce qu'Abdel ne dit pas, c'est qu'il est UiPath MVP 2022. Et on te souhaite pourquoi pas de l'être pour 2023. Merci, c'est gentil. À toi Alors, aussi d'ailleurs. merci. Alors c'est parti, rentrons dans le vif du sujet et donc le summary global, de quoi on va discuter aujourd'hui. On va commencer par parler du test. Pourquoi tester? Qu'est-ce que le test? Et on va essayer de se focus après sur un use case bien précis du monde du test. Ensuite, comme dans tout processus, dans tout process d'automatisation, de projet d'automatisation, on a une phase d'éligibilité. On va essayer de pouvoir voir ensemble comment éliminer les fausses bonnes idées et prendre les bons use cases à automatiser dans le monde du test. Comme dans tout monde, on pourrait aussi, après la phase d'éligibilité, on doit utiliser des outils pour pouvoir traquer, monitorer et mettre en place nos différents tests. Et donc, Abdel nous parlera un petit peu des outils qui existent. On pourrait très bien avoir un fichier Excel, une feuille, un stylo. Et après, il y a des outils un peu plus élaborés comme du Jira, du Azure DevOps ou du Test Manager avec UiPath. Donc, Abdel nous en parlera un petit peu de façon globale. Et on rentrera après, juste après, un peu plus dans le détail de UiPath Test Suite. L'idée étant d'avoir un patchwork un peu théorique au tout début, et après, on rentrera dans des choses qui sont très pratico-pratiques. Je laisserai la main à Abdel, et Abdel pourra nous ouvrir son studio et nous montrer concrètement comment on va établir un premier test, développer ce test en direct, montrer comment on peut le faire tourner. Et une fois qu'on aura mis en place toute cette partie de test, on pourra publier ce test et donc passer carrément sur un déploiement de test et run un test depuis donc, son orchestrateur, voir comment ça se passe bien, les résultats du test manager, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment toute la partie test dans sa globalité dans laquelle on va essayer de rentrer en détail aujourd'hui. Une petite partie théorique et après une partie vraiment pratico-pratique. Et on terminera par une ouverture sur le monde du CI/CD où Abdel pourra nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est et comment cette vision UiPath de test et d'automatisation s'intègre à 100% dans une vision CI/CD. Et on prendra toutes les questions à la fin.
N'hésitez pas, si vous avez la moindre question pendant le déroulé de la présentation, de les mettre dans le chat. Comme ça, on ne les oubliera pas et on les prendra à la fin. Et bien évidemment, si vous avez d'autres questions à la fin, on pourra les prendre sur le moment d'ouverture. Donc, parfait. Ceci étant dit, on peut commencer sur qu'est-ce que le test et pourquoi tester. Donc, on aurait pu parler d'énormément de types de tests différents, des tests de masse, de volumétrie, des tests unitaires, des tests de bout en bout, etc. Aujourd'hui, sur quoi on veut se focus, ça va être sur les tests de non-régression. Et donc, les tests de non-régression qu'on a besoin, comme la définition l'a dit, de vérifier que d'une version à l'autre, d'un déploiement à l'autre, on n'ait pas de régression, que ça peut être dans le monde de l'applicatif de façon générale, ou dans le monde du processus et du processus automatisé aussi, on pourrait en déployer. Du coup, Abdel, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du coup de qu'est-ce que les TNR et donc, pourquoi faire du test et pourquoi l'automatisation de tests dans le cas de tests de non-régression, c'est quelque chose qui matche assez bien. Alors, d'abord, tester, c'est un petit peu le but. En gros, c'est, à partir du moment où il y a une solution à présenter, elle peut présenter quelques failles, elle peut présenter quelques défauts. Et mis à part ça, à chaque fois qu'on va livrer, on va tester des choses, vérifier le bon fonctionnement. Et nous, on va d'abord s'intéresser à la définition qu'on a ici devant nous. C'est vérifier que les fonctionnalités critiques de notre solution n'ont pas été affectées par différents déploiements ou des change requests ou quoi que ce soit. Par contre, pour tout ce qui est automatisation, on va bien évidemment parler des choses qui sont répétitives et qui ont pour but d'être réutilisées et non pas comme l'a dit tout à l'heure Yad, c'est-à-dire on va pas chercher des tests qu'on va faire une seule fois, on va pas les automatiser et à plus jamais les réutiliser. Donc là, c'est pour ça qu'on s'intéresse vraiment aux tests de non-régression qui, eux, vont avoir lieu à chaque migration à chaque déploiement d'un environnement à un autre. C'est pour cela qu'on s'intéresse vraiment au TNR parce que généralement, on va avoir un cahier de recettes avec une partie bien dédiée qui va s'appeler test de non-régression, sur lequel on va pouvoir se baser et récupérer toutes ces règles de gestion-là et les appliquer à notre process à automatiser. Ça va nous servir en fait d'une sorte de as-is process description avec avec des différentes étapes de vérification et des points de contrôle qui sont déjà en fait prêts pour nous à utiliser avec les expected results afin de pouvoir au mieux comprendre le process et comment le qualifier d'un pass ou d'un fail. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va juste focaliser nos efforts sur les tests de non-régression parce que ça va être les targets les plus faciles, mais aussi ce sont les tests de bon fonctionnement, on va dire ça comme ça, d'un environnement à un autre. D'accord. Donc, si je comprends bien, on peut avoir un processus qui est automatisé sur une application. Et nous, ce qu'on veut être sûr, c'est qu'au déploiement d'une nouvelle version de l'application, on n'est pas censé avoir une nouvelle feature a été déployée sur l'application. Elle n'est pas censée impacter les autres features que le robot utilise. Et donc, pour être sûr qu'on n'ait pas d'impact et donc Alors, d'accident de production, on pourra vérifier qu'il n'y ait pas ces régressions-là. Alors, test suite, il ne va pas se limiter juste à ce que fait le robot, mais on va aussi s'intéresser à ce que fait le métier. Donc là, on peut à la fois avoir des tests qui sont dédiés purement pour le RPA, on va dire ça comme ça, pour le process automation, et vérifier que le robot fait bien son travail. Donc ça, c'est une partie de test suite. Et l'autre partie, celle qui intéresse beaucoup le métier, on va dire ça comme ça, c'est vraiment faire les tests fonctionnels sur notre target plateforme. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir un nouveau composant, comme tu l'as décrit, c'est de vérifier que ce composant-là n'a pas affecté ou il y a eu des régressions autre part dans le fonctionnement global de notre plateforme. C'est pour ça qu'on va parler de tests fonctionnels et non pas de tests de bon fonctionnement du robot. Les deux sont D'accord. possibles. Bien garder ça en tête. Donc, la deuxième partie que tu décrivais correspondrait à, voilà, il y a Monsieur Dupont qui tous les jours se connecte à une application, navigue sur 3 fenêtres et clique sur un bouton pour télécharger un report. Il y a une nouvelle Exact. feature qui a été déployée et on veut vérifier que Monsieur Dupont pourra toujours se connecter et cliquer pour récupérer son report. Exactement. C'est un petit peu ça la target pour la partie test de non-régression. Donc, en gros, c'est vraiment reprendre ce qu'il y a dans notre cahier de recettes. Comme tu l'as dit, c'est d'écrire un scénario et les résultats attendus. D'accord, très bien. Donc ça, c'est vraiment très intéressant de comprendre aussi que, comme tu l'as bien expliqué, les test managers et les tests de non-régression permettent à l'automatisation et à UiPath de pouvoir automatiser tout ce qui peut être en lien avec des robots pour être sûr que nos robots fonctionnent bien, mais aussi vérifier que les applications fonctionnent bien en dehors même du monde de l'automatisation des processus de façon générale. Très bien, C'est un merci. petit peu le but en fait de tout ce qui est test. En gros, c'est pas vraiment de se limiter à un test suite, pardon, de pas vraiment se limiter à l'aspect fonctionnel ou à l'aspect process automation. Donc là, c'est vraiment un merge des deux qui fait plutôt bien son travail. Et surtout, c'est
ne pas perdre l'objectif en vue et ne pas se transformer en process automation avec des points de contrôle. Là, on parle d'autre chose encore une fois. Ok, super. Merci beaucoup. Avec Euh, plaisir. donc, maintenant qu'on a compris pourquoi c'est important de faire du test et qu'on comprend un peu le use case sur lequel on va prendre un focus aujourd'hui, l'idée étant d'essayer de se demander quels sont les test cases à automatiser. Comme tu as pu le dire, en fait, l'idée, c'est, si je comprends bien la chose, c'est de se dire, j'ai un cahier de recettes. Sur ce cahier de recettes-là, peut-être qu'il y en a une quinzaine qui sont éligibles et peut-être qu'il y en aura 5, 10 ou 30 qui ne sont pas forcément des bons candidats. Et du coup, l'idée, c'est savoir comment je fais pour prendre uniquement les bons candidats parce que automatiser du test, l'idée, c'est de gagner du temps par la suite, mais ça demande quand même du temps au début de développer ces tests-là. Donc, si on fait du développement pour le runner 3 fois, au final, on aurait peut-être mieux fait de les faire à la main. Donc, Abdel, est-ce que tu peux nous parler un peu plus sur quels sont les critères d'éligibilité permettant de savoir qu'un test cases est un bon test pour l'automatisation? Alors, nous, l'avantage ici qu'on va avoir, contrairement à enfin, pas contrairement, mais plutôt l'avantage en plus qu'on va avoir à du process automation, ça va être surtout, tu peux remettre l'écran, J'ai remis l'écran, non? Vous voyez plus mon Ah, c'est écran? bon, oui, pardon. Ah, ok. Oui, si, si, les cas d'éligibilité. Donc, en gros, ici, l'avantage que nous, on va avoir par rapport au process automation, c'est que dans un cahier de recettes, on va avoir les différentes descriptions des étapes et les résultats attendus. Donc, si on garde cette même idée-là, c'est qu'on va récupérer un process, le as-is process, et c'est vraiment appliquer la même règle d'éligibilité, pardon, qu'un process automation. C'est-à-dire, on va chercher une certaine stabilité qu'on peut réutiliser par la suite. Là, je vais pas prendre un composant qui va changer tous les 2 à 3 semaines, par exemple. Là, ça sert à rien. On va se retrouver à le mettre à jour à tous les 2 à 3 semaines. C'est pas vraiment un test, pardon, un test éligible à notre automatisation. De même, les règles de gestion précises et non pas des règles de gestion qui sont assez vagues ou assez généralistes. On va vraiment chercher quelque chose de pointu sur lequel on pourrait se baser et dire si oui ou non notre cas de test est un cas passant ou un cas non passant. Donc, en gros, c'est un petit peu, ça revient encore une fois sur la notion de stabilité, c'est-à-dire on va chercher des composants qui vont se retrouver, qui vont jamais changer de place, on va dire ça comme ça, à chaque livraison. En gros, ça va être un petit peu l'axe majeur, comme Monsieur Dupont qui va chercher ça peut sans créer son formulaire ou changer d'adresse ou je ne sais pas quoi. Ça, ce sont des choses qui vont pas changer tous les 2 à 3 semaines. Pareil, les résultats de tests fiables, c'est un petit peu ce que l'output de notre robot il va vous faire. Donc, en gros, en prenant base sur les différentes règles de gestion et leurs résultats attendus, on va pouvoir avoir un feedback sur notre différents points de contrôle et ajouter à cela bon, ça va dépendre des change requests, des process aussi, et surtout de l'attendu du client. Là, je dis client, je fais plutôt le côté métier. Et les points de contrôle, en gros, c'est un petit peu les étapes. On va prendre tout notre process, le gros bloc de process, le as-is process. En gros, c'est les étapes 0 comme prérequis jusqu'à l'étape finale de notre process et on va le décortiquer en différentes étapes. Ça va être déjà fait normalement dans les TNR. Ce sont les étapes, c'est un petit peu comme un user guide. À chaque étape que tu vas faire, tu vas avoir un résultat attendu. Donc, à partir de ce moment-là, on a quelque chose qui est à la fois, pardon, présente une stabilité, ainsi que des règles de gestion précises et des résultats bien définis et non vagues, on va dire ça comme ça. Là, ça, c'est éligible. Et une fois de plus, la mise à jour des différents composants va vraiment jouer sur la faisabilité ou pas, pardon, par l'éligibilité ou pas de ce process à être automatisé, de ce test automation à être automatisé. Très bien. Donc, si je comprends bien, Abdel, si je reprends toujours mon exemple de Monsieur Dupont, Oui, qui oui. doit se connecter à une application et qui doit ensuite faire 2-3 navigations et cliquer sur un bouton pour télécharger son report. Si on veut faire une automatisation d'un test de non-régression sur déployer ce test cases-là, on pourrait très bien avoir le premier test à réaliser, c'est la partie login, parce que ça, c'est quelque chose qu'on fera toujours, donc il y a quelque chose qui est assez stable normalement, sur laquelle on sait qu'on va devoir le faire quoi qu'il arrive, donc ça peut être aussi l'un de nos checkpoints. Et si je comprends bien aussi, donc on va faire la partie login et on va essayer de vérifier qu'une fois qu'on est connecté, on est sur la page Home. Mais Exact. la règle précise ne doit pas être juste je suis connecté, mais ça doit être vérifier qu'un élément bien Exact. précis ce soit bien load au niveau de la page. Et aussi, une Exact. chose qui va être importante, c'est de prendre un élément qui ne doit pas bouger dans le temps en fonction des releases. Si on se met sur le message
message du bandeau d'accueil de l'actualité, il y a des chances que dans 6 mois, ce bandeau d'accueil ait changé. Donc forcément, ça, c'est pas assez stable et pas assez précis. Donc on va essayer de Exactement. prendre Donc, un ces point points d'ancrage. voilà, un point d'ancrage Exact- qui doit être quelque chose qui doit jamais bouger dans le temps ou très peu bouger, quoi. Exactement. Très bien, super. Exactement. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup. Donc, sur la partie éligibilité, pour ceux qui sont Avec familiers plaisir. avec la RPA et l'automatisation, je pense qu'il y a des points de connexion qui sont où on se retrouve, hein, sur tout ce qui est la stabilité du processus, avoir des règles précises, etc., etc. Et donc, en fait, on est un peu en train de transposer ce genre de critères d'éligibilité pour l'automatisation des processus au monde du test de façon générale, si je comprends bien. Oui. Parfait. Du coup, donc si on reprend le fil de la conversation, on a commencé par comprendre pourquoi il faut faire du test. On a fait un focus sur le monde du test de non-régression. On a compris comment faire de l'éligibilité sur les tests de non-régression. Maintenant, on peut avoir besoin d'outils pour faire des tests de non-régression. Je dirais plutôt pour gérer un petit peu tout ce monde de tous ces tests qu'on peut réaliser. Alors moi, j'ai connu l'époque de je prenais une feuille et un stylo et j'écrivais ah ben ça s'est passé et je faisais une petite croix comme ça. Après, j'ai eu un chef qui m'a dit fais un fichier Excel, c'est super. Et après, apparemment, il y a des outils qui sont peut-être un peu mieux design et interconnectables aussi, dans lesquels tu peux peut-être un peu nous parler. Donc, quand on a préparé un petit peu ce webinaire, tu m'as expliqué que il y a du Jira, il y a du Azure DevOps, il y a du Test Manager, il y a énormément d'autres outils qui pourraient être exister. Est-ce que tu peux nous faire un feedback d'utilisation de ces différentes applications, Jira, Azure DevOps, Test Manager? Alors, personnellement, ce que nous, on va avoir généralement, c'est soit on va passer par l'intermédiaire d'un cahier de recettes qui, lui, va figurer tous les cas de tests tous les tests de non-régression et on va directement aller piocher là-bas. Ça va être défini une fois de plus par l'équipe fonctionnelle qui, elle, va nous proposer des process à automatiser. Après, on pourrait juste faire comme de la découverte dans les process, c'est-à-dire aller chercher dans leur gestionnaire d'incidents, comme tu viens comme tu viens de l'énoncer. Donc, on a Jira et Azure DevOps. Donc, là-dedans, on va généralement stocker, on a une partie de gestion d'incidents où on va créer nos différents tickets et on va en fait voir vraiment les tickets qui sont redondants et aller chercher ces tickets-là. Et après, on peut aussi créer un lien entre ces outils de test avec notre test manager. En gros, le test manager va faire office de lieu de stockage, on va dire ça comme ça, de nos test cases ainsi que gestionnaire d'exécution. Et on va avoir aussi nos datasets et en gros nos entrées des jeux de données sur lesquels on va appliquer sur les différents cas de test. Donc là, ce qui est très intéressant et à garder en tête, c'est que une fois de plus l'éligibilité. Et une fois qu'on a ça, on va faire le lien entre le ticket en question et un cas de test qui serait présent sur l'orchestrateur, plus précisément sur notre test manager. On va faire le lien. Comme ça, à chaque fois qu'on va l'exécuter, tu vas pas avoir à taper tout à la main sur un petit bloc-notes, mais on va avoir à la fois un dashboard qui va nous permettre de voir le overall execution. Et à ça s'ajoute aussi, si on regarde d'un point de vue studio, on va voir chaque jeu de données, chaque ligne de jeu de données. Par exemple, si on parle d'un Excel, on va voir si le cas est passant ou non passant en dépendant de l'expected result, ainsi que l'expected result et on va voir en fait le petit tic vert. Ça fait plaisir d'avoir un truc vert, ça fait moins plaisir quand c'est rouge. Ça arrive. Mais c'est plus visuel et ça permet en fait d'avoir une vue plus globale. On va avoir le coverage aussi qui va nous permettre d'avoir une meilleure vue de ce qui a été testé. En gros, quels sont les composants, quel est le pourcentage de points de contrôle par rapport aux différents process qu'on a. Et après, on va avoir l'exécution, on va avoir combien de cas passants et combien de cas non passants. Et une fois de plus, on peut revenir sur le dashboard sur l'orchestrateur afin d'avoir un visuel, on va dire ça comme ça. Mais on a toujours, tout comme dans les queues, tu vas voir ceux qui sont en past et celles qui sont à failed. Super. Donc, ce que je comprends bien, c'est que aujourd'hui, on a des applicatifs, on a des méthodes de gestion d'incidents sur l'applicatif et des tickets, etc. Et donc là, c'est pas un énième outil qui va s'ajouter. Donc, on va devoir maintenir des tickets, maintenir des test cases sur différentes Non, fichiers, différentes applications. On peut linker tout ça. Donc, il y a des connecteurs qui vont nous permettre de linker tout ça. Et en plus, on va pouvoir automatiser du dashboarding. Donc, c'est pas moi qui dois me dire, ah ben c'est bon, celui-là est bon, je l'ai testé, il est OK, il est vert, etc. On a tout ça qui est déjà automatisé aussi, entre guillemets. Et donc, on a une interopérabilité entre des outils externes et du UiPath. Et on a oui, du dashboarding automatisé sur du UiPath, si je comprends bien. exactement. Oui. Super. Alors, c'est assez simple, ça se fait directement sur l'orchestrateur et pardon, sur le test manager. Tu pourras créer tes liens. Et une fois que le lien est créé, tu pourras aller récupérer tes test cases directement en fait, depuis l'orchestrateur. Bah, alors là, tu m'as donné envie d'aller plus loin. Donc, je te propose qu'on fasse un petit zoom sur UiPath Test Suite. Et donc, c'est les composants qu'on peut avoir dans UiPath Test Suite. Sachant que Oui.
pour ceux qui sont familiers du monde de la RPA et de UiPath, donc UiPath a une vision 360 du processus, de la vie du processus et de la vie de l'automatisation dans l'entreprise. Et cette vision 360 passe par 4 grands chapitres, on va dire, qui vont être le discover, le build, le manage, run et engagement. Et comme on peut le voir ici sur cette slide, la partie de test rentre dans 3 parties des 5. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose de très central dans le monde du processus, le monde de l'applicatif et le monde de l'automatisation. En tout cas, dans la vision du UiPath, qui est une vision vraiment 360 pour essayer d'onboarder les entreprises de plus en plus dans l'automatisation des processus de façon générale. Est-ce que peut-être tu peux nous parler un petit peu justement de ces différents composants que comporte la grande famille de test suite, j'ai envie de dire. Et après, on rentrera bien sûr un peu plus dans le détail de la technique, de comment réaliser nos premiers test cases. Exactement. Alors, comme on l'a dit en fait au début, on reprend un petit peu les bases de ce qu'est la process automation et on retrouve vraiment tous les composants qu'on va avoir sur l'automatisation d'un process normal, on va dire ça comme ça. Parce qu'on va avoir bien évidemment la phase de découverte qui est l'étude d'éligibilité qu'on a vu tout à l'heure avec les cahiers de recettes et les TNR. Là, on va faire une autre étude, mais un petit peu plus pointue sur les tests. Par la suite, on va passer par le studio, tout comme un process automation, mais on va avoir des différents packages à manager et ainsi qu'une logique en fait à ajouter et des bouts de process de vérification qu'on va ajouter par la suite. Le manage, c'est notre petit test manager, petit, désolé, mais c'est le test manager. C'est le test manager avec ses différents composants, ses points de contrôle et surtout c'est son feedback par rapport à ton exécution. Et finalement, ton run, c'est un environnement de run de test. Ce sont des licences différentes, certes, mais ça reste toutefois dans la même sous le même chapeau en fait de process automation, ça change pas tant que ça. C'est juste une logique à appliquer. Ok, super. Ben, merci beaucoup. Alors, ce que je te propose, Abdel, c'est qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Oui. Passons de la théorie à la pratique. Je te laisse la main et tu vas pouvoir nous montrer en fait, au niveau du studio comment on va commencer à construire son premier test avec les activités de test, l'Explorer, build un dataset et aller jusqu'à la publication et la gestion de nos tests. Donc, Oui. Abdel, je te laisse la main. Alors, on va juste vous partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, c'est en train de charger, je Encore. pense. Ok, je partage. Yes, là, c'est bon. Parfait. Ton test Donc, manager. Ouais. ouais, on verra ça un petit peu par la suite. Ne commençons pas Donc, par la fin. on commence d'abord. Il y a des templates qui sont déjà prêts à être utilisés depuis UiPath directement. Je vous ai fait une petite présentation en fait qui a déjà été développée, mais avant d'attaquer directement cette partie-là, ce que je vous propose, ce sera d'abord, dès qu'on arrive en fait sur cette page-là, la page d'accueil, on a le moyen d'utiliser un projet qui est déjà test project. Donc rien qu'en faisant ça, on a déjà les composants et test automation 13. Ok. Donc là, en créant ça, on va avoir déjà les packages qui sont déjà prêts. En fait, on n'a pas les télécharger individuellement. Et on va avoir un petit peu la logique qui va se mettre en place euh, sur les différentes activités. Donc, avant qu'on entre en détail sur les différentes activités des tests, ce que je vous propose, c'est d'aller voir d'abord à quoi ressemblerait un dataset. En gros, on va avoir un jeu de données ainsi qu'un cahier de recettes. Ça, ce sont des cas assez banals et c'est juste pour un exemple. On pourra les utiliser pour l'automatisation. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on va avoir, c'est un cahier de recettes. Donc, un cahier de recettes, généralement, ça va se présenter de la façon suivante. On va avoir un case avec un IT, une description des étapes et un expected result. Et parfois, on a la partie commentaire. Donc, ça, c'est un petit peu ce que vous allez avoir en général sur votre cahier de recettes. Ce qui nous intéresse, nous, ça va être un petit peu le full process. Donc ici, on va utiliser l'application de UiBank pour faire une demande de création d'un compte de crédit. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est s'authentifier avec les bons credentials. Comme vous voyez, on va avoir deux expected results. C'est que soit j'ai les bons credentials et je me connecte et ça passe, c'est soit je me connecte avec des faux credentials et ça passe pas. Gardez en tête qu'on devrait avoir un cas passant, quel que soit l'expected result qu'on veut. Donc, dans ce cas-là, on devrait avoir un true si le login fail apparaît. Et là, on devrait avoir un true pareil si le dashboard est displayed. Donc, ça, c'est un petit peu les règles. Si c'est appliqué et si c'est correct, on devrait avoir un expected result qui est true. Par contre, si je mets des mauvais credentials, ouais, j'ai fait une faute d'orthographe ici. Hop, credentials. Et
ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça, si on est authentifié, c'est un cas non passant. Par contre, si on n'est pas authentifié, c'est bel et bien un cas non passant. On ne va pas aller plus en détail que ça. Pour la partie JDD, vous allez voir un petit peu plus en détail une fois qu'on va aller commencer à créer cette partie-là. Donc, je vous ai préparé un petit cas de test où on va voir l'authentification et la création de ce main account. Et finalement, maintenant, on va se focaliser sur la partie création de notre process. Alors, ce qu'il fait une fois qu'on a créé le projet, on va avoir un petit test case qui va nous montrer un petit peu comment ça se passe. Blank test. Ça ne sert pas à grand-chose, mais ce qui va nous intéresser, et la bonne pratique que moi j'essaie de garder en place, c'est toujours de créer 3 folders. Alors, on va commencer d'abord par créer 3 folders. Je vais m'expliquer. On va avoir un qui va s'appeler Dataset, dans lequel on va stocker tout ce qui est dataset. Par la suite, on va en créer un autre qui va être le process. Le process qui a pour simple but de, folder. Donc là, de stocker tous nos process qu'on va automatiser, les as-is processes qu'on va faire. Et finalement, on va ajouter un dernier qui, lui, va être notre test cases. Voilà. Donc, une fois qu'on a ces 3-là, ce qu'on va aller faire, généralement, c'est on va aller sur notre process et on va créer une séquence. Parce que on revient un petit peu sur la logique du top-down, ça ne sert à rien de créer des loops. Et surtout, c'est qu'on va faire des data-driven tests. Ça va être de l'injection ça va être du traitement en fonction d'un jeu de données. Donc, chaque ligne égale à une exécution. Et on va voir ça un petit peu par la suite. Donc là, on va mettre par exemple step 0 et ça va être l'authentification. J'ai déjà créé tous ces process-là. On pourrait peut-être pour gagner du temps, voir directement à quoi ça ressemblerait. Donc, dans tout ce qui est cahier de recettes, dataset, là, on va trouver nos fichiers Excel parce que dans notre cas, on va juste faire du data-driven test en fonction à partir d'un Excel, donc notre jeu de données. Et par la suite, dans notre process steps, on va retrouver toutes les étapes, tous les process, sequential processes, directement sous notre folder de steps et test case pareil. Donc, maintenant, on va juste revenir sur notre projet et on va regarder ensemble quelles sont les activités de test qu'on a quand on lance en fait un projet de test automation. Donc, voilà les différentes activités qui vont nous intéresser. Alors, pour la partie génération de données, c'est un petit peu la partie qui va nous intéresser. On peut créer des data generators à partir d'un process. Et c'est ce que j'aime bien faire, c'est que je prends un template de jeu de données et je regarde quelles sont les variables que je pourrais changer en gardant la même logique. Par exemple, dans notre cas de JDD, dans notre jeu de données, on peut regarder toutes les parties variables. On peut créer des nouveaux users, on peut créer des passwords, des nicknames. Ça, c'est un random string. Par contre, les type of accounts, on va avoir que 2 types d'accounts. De comptes, pardon. Donc là, ce qu'on pourrait faire, c'est créer par exemple un random name pour username, random password qui pourrait se composer à la fois de chiffres et de random names. Où je vous laisserai la créativité sur ce point-là. Et en fait, tout ce qu'il faudra faire, ça va être par exemple pour random number, drag and dropper l'activité, donner le chiffre minimal minimum sur lequel vous voulez commencer, le max. Et là, lui, va générer un random name entre ces 2 chiffres-là et le stocker dans une variable de votre choix. Pareil pour le reste des activités ici. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est tout ce qui est data queues. Donc là, si on va utiliser tout ce qui est argument côté orchestrateur, on pourrait les alimenter en fonction de notre studio. Si vraiment on veut vraiment que tout soit pushé là-bas et qu'on va l'exécuter dans un, je sais pas aujourd'hui par exemple, les stocker dans un queue et activer par des triggers, ou je sais pas quelle serait votre nécessité. Et finalement, ce qui va nous intéresser principalement, ça va être nos verify control. C'est les points de contrôle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, en gros, c'est un petit peu là où toute la magie de test automation va avoir lieu, mis à part l'aspect logique et l'aspect contrôle. Donc, on va avoir verify control with control attribute, on va juste ajouter une activité dans laquelle on va vérifier son output par rapport à un contenu. Donc, c'est un petit peu, prenons l'exemple de tout à l'heure, c'est par exemple getText. Dans la fonction getText, tu vas récupérer un texte. On n'a pas besoin d'aller chercher et stocker cette variable-là dans une variable, dans une variable. Et en fait, on pourra utiliser les inner output et vérifier son contenu directement dans l'expression. Dans l'expression.
Oui, et ces points de contrôle-là, ils vont aller s'alimenter au fur et à mesure dans notre test Explorer. Alors ça, c'est un petit peu notre gestionnaire local des tests. Donc, comme je vais vous donner un petit peu à quoi ça ressemblerait sur notre projet. Donc, dans notre test Explorer, par exemple, je vais prendre non, notre step 0. Dans notre step 0, c'est un petit peu l'authentification. Dans l'authentification, j'ai eu ces process-là de vérification. D'accord? Donc, par exemple, dans la verify, que le message d'erreur s'affiche qui est ici. Quand nous avons un fail, on va aller le récupérer et on va ajouter notre point de contrôle et on va l'avoir ici. Alors, c'est pas bien nommé, je l'ai fait un petit peu rapidement et on va avoir les verification steps qui vont aller s'afficher au fur et à mesure et dire si oui, oui ou non le cas il est passant par rapport à ce point de contrôle-là. Par exemple, si on en a 4, on va en avoir 4. Si on en a 5, pareil. Le nombre de points de contrôle qu'on va ajouter ici, ils vont s'afficher dans notre panneau de Test Explorer, tout comme les jeux de données qu'on va implémenter au fur et à mesure. Je vais vous montrer un petit peu comment on va baser tout cela. Donc, une fois qu'on a notre cas de test, on va revenir sur notre autre ici. Donc, une fois qu'on a choisi le Verify Control, on va aller l'alimenter avec la partie du process de vérification. Parfois, le point de vérification ne se trouve pas dans la page actuelle. On va créer un autre petit process dans l'étape de vérification et elle va nous servir de point de contrôle et de vérification. Après, on a les verify expressions pour vérifier l'expression si oui ou non elle est correcte. Les verify expressions avec opérateur, pareil. Et le verify range qui sera utilisé généralement dans tout ce qui est du dictionnaire ou un fichier Excel ou un tableur. Donc, une fois qu'on a tout ça en tête, on va créer un petit process qu'on va vérifier pour un petit peu montrer comment créer à la fois attacher et ajouter des jeux de données ainsi que le process en lui-même, comment le tester. Par exemple, on va prendre l'exemple de UiBank. UiBank. Donc, je vais aller sur le site UiBank. Ça, c'est la page sur laquelle je voudrais atterrir. Donc, ça, c'est la page d'accueil. Supposons qu'on veut faire un test d'affichage, de vérifier si le logo de UiBank s'affiche bien correctement ou pas. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est Use Application Browser. On va lui préciser la page en question. Une fois que la page a été précisée, ce que moi j'aime faire, c'est récupérer le browser. Donc, on va créer CTRL-K, UiBank Browser. Une fois qu'on l'a créé, donc là, à l'intérieur, ce qu'on va faire, il faut déjà qu'elle l'ouvre. Et garder aussi, on ne voudrait pas le fermer directement afin que nous, on puisse vérifier si oui ou non le robot fait bien son travail. Enfin, la partie test automation fait bien son travail. Une fois qu'on atterrit sur cette page-là, on va aller faire un element exist. Alors, si ça ne s'affiche pas, c'est que vous n'avez pas les éléments classiques, les activités classiques, pardon. Donc là, je prends mon petit element exist et hop, je fais ça. Alors, on vient de voir les verify expressions. Donc là, on va juste element logo. Donc là, ce qu'on va faire généralement dans notre process, c'est on va créer un output et en fonction de cet output-là, on va faire un if et ainsi de suite. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, par exemple, avec les verify activities, c'est tout simplement, on va récupérer les verify, on va faire control attribute et ça va être le même element exist, on va le drag and dropper ici. Et on va récupérer l'output de cette activité-là. Donc là, on va me dire, CTRL-K, je vais récupérer le résultat de ce verify et ça va être logo displayed. Ça, c'est un exemple simple. Donc là, ici, il est affiché. Donc, moi, je m'attends à ce soit un truc. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu notre point de contrôle qu'on pourrait utiliser par la suite. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'abord vérifier si oui ou non cette page s'affiche et après ajouter ça à nos cas de test. Ce qu'on va faire, très simple, on va venir sur notre process. Donc, on va supprimer cette partie-là. On veut juste qu'il charge la page. On va faire un clic droit sur le process en question. On va lui faire un create test case. Donc, create test case, il va venir, il va nous demander un nom. Donc, on va faire step 0. Case. Et on va faire un create. On peut créer directement
les jeux de données à partir de cette page-là. On va lui dire, par exemple, c'est une page, c'est un file, et on va aller récupérer, par exemple, le fichier Excel en question. Donc là, j'ai vu que je ne l'ai pas créé, je ne vais pas l'ajouter. On a toujours le moyen de le faire par la suite. On va faire un create. Une fois que cette partie-là a été créée, alors on va avoir deux blocs quand tu crées un nouveau test case. Trois blocs, pardon. On a le given, le when et le then. C'est très simple. Le given, c'est tout ce qui est prérequis à notre process. Le when, c'est tout ce qu'on veut tester. Donc, en gros, le process en question. Et le then, ça va être nos étapes de contrôle sur lesquelles on va venir ajouter notre point de contrôle. D'accord? Donc là, ça ne va pas marcher par contre. Tout simplement parce que nous n'avons pas récupéré converteur. Ça, c'est notre voilà. Donc, donc, une fois qu'on l'a récupéré, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un use browser. Juste question de vérifier si oui ou non notre contrôle attribut marche correctement ou pas. Voilà. Donc là, on va juste lui ajouter le browser. Alors, revenons. Donc, cette partie-là, elle n'a pas de prérequis, donc on peut supprimer cette partie-là. On va faire appel à notre process qui va nous ouvrir la page en question. On récupère l'élément. On lui dit que c'est le UI browser. Et dans le UI browser, il va juste venir faire une vérification par rapport à ça. On a ça qui n'a pas été contrôle K, mais à la limite, je crois qu'on pourrait même l'effacer. Abdel, Voilà. juste, excuse-moi, des fois, il y a le son qui est, je ne sais pas comment dire, mais on n'entend pas très bien. Je pense que tu poses ta main là où il y a le micro. Je ne porte pas, j'ai pas de micro, c'est sur mon PC directement. Ok. Alors, c'est peut-être mon PC qui... Je vais le surélever. Est-ce que là, c'est mieux? Yes. Ok, donc comme je vous l'ai dit, donc là, ce que nous, on va faire, c'est on a ajouté un cas de test. C'est ici. Non, ah oui, on a oublié de le déplacer. Voilà. Alors, on le déplace pour que ce soit bien ordonné et qu'on puisse à la fois avoir une sorte de structure par rapport à nos différents process et on puisse le retrouver en termes de maintenance par la suite. Donc, une fois qu'on a fait ça, si vous allez venir voir sur le côté, on va avoir notre test case step 0 qui a été ajouté. D'accord? On va quand même ignorer cette partie-là parce qu'on ne va jamais l'utiliser. Yes. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, on va avoir un seul cas de test sur lequel on voudrait baser nos différents TNR. Pardon. Du coup, ça, c'est assez simple. On peut directement exécuter le fichier et on va voir si oui ou non c'est un cas passant. Voilà, donc là, on va avoir un petit cas passant et on va savoir que notre cas de test, pour le moment, il est à PAST. Et on peut regarder un petit peu plus bas dans la description, on va avoir un 100% coverage. En gros, là, c'est chacun des process que nous, on a développés et qui se retrouvent sur cette page-là, ils ont un minimum en point de contrôle, c'est pour ça qu'on a un 100% coverage. Donc, si on reprend cette même logique-là et on va aller voir le process que je vous ai préparé, donc ce que j'ai envie de faire, je ne vois pas très bien cet écran. Hop, je vais le fermer. Voilà. Alors, juste une autre chose, je crois que je vois déjà les questions venir. Pourquoi est-ce qu'il y a différentes couleurs au niveau des process? Alors, ça, c'est simple. Tout ce qui est en bleu avec un UI. Ah, peut-être au niveau de ton son, là, par contre, on t'entend plus très bien. Du tout? Ah, là, c'est bien. Bouge plus. Continue, juste parle comme ça maintenant. Ok. Pardon. Ah, quand il bouge la tête. Faut pas bouger la tête aussi? Voilà, ne bouge C'est plus. pour Hein. Youssef. Le test est positif, là, c'est bon, tu peux avancer.
Donc, du coup, donc on va prendre un petit peu le process qui sont déjà prêts. Donc ici, je vous ai déjà préparé quelques process qu'on voudrait tester. Donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a juste fait un contrôle par rapport à l'affichage d'un logo. Donc, pour l'authentification, ce qu'on va faire, c'est on va suivre exactement la même logique. On va lui donner un lien en entrée afin de pouvoir initier notre process. Pardon, initier la page sur laquelle on voudrait atterrir. Comme ça, on va avoir vraiment une page qui nous est dédiée. Après, on va vérifier si oui ou non il y a l'élément logout. Second, logout ici, c'était mon point d'ancrage pour voir si une personne est déjà authentifiée ou pas à UI Bank. Donc, c'est un petit peu le point de vérification. Si tu as un login, bah, c'est que tu dois te connecter. Si tu as un logout, c'est que tu es déjà connecté. C'est un petit peu un point d'ancrage. Donc, si je suis déjà connecté, je vais faire appel à un process qui va me déconnecter afin que je puisse commencer mes tests correctement pour l'authentification. On va se déconnecter et on va faire un petit Verify Disconnect et ça va être notre bouton de connexion, notre point d'ancrage pour la vérification. Et en fait, se rassurer que oui ou non, si oui ou non, pardon, il s'est déconnecté correctement. Et après, on va revenir et rebasculer sur de l'injection simple en fait de données. On va faire un Verify Dashboard Displayed, le logo qu'on vient de voir actuellement. S'il est pas displayed, c'est que forcément on va avoir une exception. On va faire un throw exception. Pareil pour enter username, enter password et un petit. C'est un process assez simple, c'est straightforward. Et après, on va lui créer sa partie de vérification. Alors, c'est ça la partie qui va nous intéresser. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de prérequis, on garde que le process à tester. Et la partie then, ça va être nos étapes de vérification. D'accord? Alors, une fois qu'on a ça en tête, ce qu'on va faire, c'est voir les différentes outputs qu'on pourrait avoir. On pourrait avoir un failed case, un passing case et un global exception. Dans le cas où je voudrais quand même passer par la case de vérification, même si j'ai un global exception et je vais juste le retracer par la suite. En gros, on fait de la gestion d'erreurs. C'est un petit peu comme ce que fait le RE Framework, mais nous, on a un petit peu recréé la roue et vraiment se focaliser sur la partie qui va nous intéresser en termes de test. Donc, moi, ce que je fais, c'est je vais baser mon expected result sur le fichier de JDD. Donc, on va avoir un expected result qui sera soit true, soit false. Alors, une fois de plus, on est en train de traiter du string, pas sur des cahiers de recettes. Là, je parle par retour d'expérience. On va pas souvent avoir des booléens. C'est soit avoir un oui ou un non, soit avoir un cas passant, un cas non passant. Après, on peut toujours créer une petite connexion par rapport au mot qu'on a, enfin au string attaché et créer des booléens. Mais pour simplifier la tâche, on va reprendre tel qu'il est le string et on va faire un switch case. Et dans notre switch case ici, on va avoir un failed si le cas attendu est un fail. Donc, techniquement, on devrait avoir un message de failure. Si nous avons un cas passant, généralement, on va avoir le dashboard qui va s'afficher. D'accord? Alors, oui, j'ai recyclé des éléments, ce n'est pas l'image qui est à jour. Donc là, moi, ici, je fais un contrôle sur la page d'accueil. Si je vous montre un petit peu à quoi ça devrait ressembler, on devrait avoir un welcome. Ici, en fait, c'est assez simple. On va se baser sur ce point-là. Après, on peut toujours avoir le logout, on peut ajouter. Ça, c'est un petit peu, ça va dépendre de votre process et de vos points d'ancrage et points de contrôle que vous voulez mettre. Pour nous, pour l'exemple, c'est assez simple. On peut toujours mettre welcome. Donc, le welcome, s'il existe, donc ça va être un cas passant. Donc, ça, c'est un petit peu à quoi devrait ressembler. Moi, j'aime bien faire des flowcharts parce que visuellement, c'est plus parlant et pour maintenir, c'est beaucoup plus simple. Une fois qu'on a fait ça, la partie qui va nous intéresser parce qu'on est sur du data-driven test. En gros, ça va être géré par tout ce qui est data. Ce que vous allez avoir, bon, dans mon cas, c'est update datasets. Si on revient sur la partie ici, vous faites tout simplement un clic droit sur votre cas de test et vous allez avoir la possibilité to add datasets. Dans cette partie-là, vous allez juste aller chercher un fichier en local ou là où vous l'avez. Après, vous pouvez aussi faire des appels d'API, donc des connexions. Enfin, voilà, faire des get par rapport à une autre base de données, si vous en avez une base de données structurée de préférence, et récupérer les expected results. C'est un petit peu le même concept que ce qu'on va voir actuellement avec l'Excel. Donc, je vais faire un cancel. Revenons ici. Hop. Je vais faire un update. C'est la même pop-up, hein. C'est juste, je vais vous remettre
le même fichier, juste pour montrer à quel point c'est facile d'ajouter les test sets. Donc, je vais récupérer le GDB. Une fois que je l'aurai... Non, c'est ouvert. Alors oui, ça, il faut bien les fermer avant de les... On va faire ne pas enregistrer. Voilà, parfait. On va faire un cancel. Et on va faire ici un update dataset. Pareil, on va faire edit file existant. On va aller récupérer notre fichier en datasets, GDD. Voilà. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre fichier Excel en question, vous avez le choix, bien évidemment, s'il y a plusieurs feuilles, de changer les feuilles et après récupérer les datasets. En gros, il va toujours les afficher. Et bien évidemment, vous avez l'update all test cases using this dataset. C'est que tout cas de test utilisant le même template ou enfin, le même jeu de données, il sera mis à jour automatiquement à partir du moment où vous allez le mettre. Alors, gardez en tête qu'une fois qu'on va récupérer cela, il va nous convertir tous les noms de colonnes en arguments pour notre cas de test, afin de pouvoir les utiliser par la suite. On Abdel, t'entend ouais, beaucoup moins, Abdel. Je pense qu'il faut que tu restes proche de ton PC. Hop, est-ce que ça, c'est assez proche? Oui, excellent. là, c'est bon. Je vais parler fort. Alors, je disais, c'était ici, une fois que nous allons ajouter notre jeu de données, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer les noms de colonnes, il va les mettre en tant qu'argument pour notre test case. Donc là, si je fais un import, vous allez voir affiché dans votre table d'arguments, vous allez avoir les nouveaux arguments qui s'affichent en fonction de votre jeu de données. Et vous allez voir le premier test case qui va aller s'afficher et alimenter cet argument-là. Alors, une fois qu'on a ajouté ce jeu de données-là, on va aller, par exemple, pour débugger, on va avoir le choix de quel scénario, enfin, quel jeu de données on veut faire tourner. On peut choisir un, on peut choisir deux, on peut tous les choisir. Ça reste à vous de voir qu'est-ce que vous voulez tester. Donc ça, c'est un moyen de lancer ces tests et voir l'expected result et surtout voir si oui ou non ce sont des cas passants. L'autre façon, c'est d'aller directement sur le test Explorer et depuis le test Explorer, faire un right-click et faire un run si vous voulez exécuter une parmi les différentes jeux de données. Et voilà, ça ressemble un peu à ça. Tu fais un run et lui, directement, il va aller commencer à faire ce petit test et vérifier et voir si ça marche ou pas. Et après, on va voir si oui ou non, ça s'est bien passé. Je ne sais pas si on peut voir. On devrait le voir. Pourquoi il tourne encore? Attends. Hop. Je vais faire un stop, excusez-moi. Je crois que j'avais quelque chose. Voilà, je vais juste tout fermer, le laisser faire from scratch. Voilà, donc on va prendre le cas non passant. Donc là, depuis le studio, tu peux choisir donc, quel sous-cas de ton cas de test tu peux lancer, quoi. Non, j'étais en train de jouer avec la souris entre-temps. Excusez-moi. Oui, excusez-moi. Je suis en train de faire deux choses à la fois et j'ai oublié que j'étais en train de présenter. Donc, du coup, oui, comme tu disais, tu as le choix de quel jeu de données tu veux faire tourner. Donc, généralement, par exemple, si on en avait un qui n'a pas marché faute de temps ou faute de, je ne sais pas, coupure d'Internet ou je ne sais pas quelle autre anomalie, vous pouvez toujours le faire tourner juste lui ou vous faire tout tourner à la fois. Ok, super. Alors, voyons voir. Là, ça va démarrer. Attends, je suis en train de faire... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Excusez-moi un instant. Je recommence. Hop, tu vas t'arrêter, toi. Stop. Voilà. Moi, je vais faire un run file data variation et je vais mettre les trois. Comme vous le voyez ici, donc nous, on est sur step 0. Donc, il faut juste se mettre sur step 0. Vous allez avoir ces trois-là. Et hop, clic droit. Ah oui, vous pouvez les mettre à jour directement ici ou les linker directement. Vous avez le moyen aussi d'uploader les différents résultats d'exécution. Donc moi, je suis sur la step 0. Je vais faire un run file with data variation. Je sélectionne tous les cas et je vais faire un run. Juste pour vous montrer les changements que vous allez avoir au niveau du test Explorer. Ma voix, elle est toujours claire ou ça bégaye encore? Tout va très bien, tout va très bien. Donc pendant que le run se lance, donc là on peut voir, c'est comme pour ceux qui ont l'habitude de lancer des processus avec iPass, donc c'est vraiment le robot qui se lance comme habituellement et qui va saisir ces informations
avec la vitesse qu'on connaît pour un robot. Il y a une question dans le chat qu'on peut peut-être parler pendant que ça tourne. C'est la possibilité de lancer ces mêmes test cases en mode debug, et comme ça, on peut avoir des breakpoints, on peut avoir aussi, Ah si oui, jamais oui, ça, oui, tout à ça, fait. ça bug, ça va s'arrêter. Donc, effectivement, donc Alors c'était une oui, question de oui, tout à fait. Youssef. On peut totalement le lancer en mode de debug parce que pour Alors, UiPath, c'est vraiment un file qu'on lance, quoi. oui, exactement. Pour lui, c'est un process. Quand on a enfin, tous les avantages d'un process. C'est tu peux le mettre. Là. Et si Pardon. tu peux juste, Donc, pardon, aller dans le panel de debug d'abord avant de le lancer. ah oui. Moi, je vois pas très bien ici parce Juste, que j'ai voilà, le c'est là. bandeau affiché. Et tu peux Voilà. mettre Highlight Elements. Comme ça, on pourra montrer la différence quand Euh, juste à droite, ah, juste au-dessus. Voilà, voilà. parfait. Comme ça, si tu Ah, le lances mais en je vois debug, pas on en pourra fait voir dans la l'écran. différence. Pas de souci. Attends, je vais faire ça comme ça. Je vais ramener un petit peu mon bras. Descends Juste un peu, voilà, parfait. encore un petit peu plus. Voilà. Voilà. Donc, en gros, oui, on peut faire un debug, hein. C'est, hop, tu fais debug with data variation, tu choisis ton variation en question et tu fais ton run. Et il va te le faire tout comme un process normal, en fait. C'est un process normal en vrai, mais En fait, c'est vraiment, voilà, là, on peut le voir en debug et on voit qu'il va cliquer sur les éléments, comme habituellement. C'est vraiment juste une surcouche sur la RPA en développement qu'on a l'habitude de faire. exactement. Alors, pour ceux qui veulent s'amuser, il y a aussi status robot que vous pouvez ajouter. Si jamais vous êtes en présentation, vous pouvez ajouter il y a un package dans lequel vous aurez le statut du développement, enfin, Les l'étape étapes. dans laquelle. Oui. Exactement, merci. Alors, il y a une chose que j'ai oubliée, c'est aussi côté log. Côté log, vous avez aussi une trace de qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est en rouge quand c'est un fail, en vert quand ça passe bien. Et après, il va te dire que oui, c'est bien le login failed qui a été affiché. Et ça, c'est pas mal du Euh, tout d'avoir cette différenciation dans les logs, parce que oui, quand on voit un logging failed, on peut penser que c'est une erreur, alors qu'on voulait ouais, justement que le cas se passe en logging failed. exactement. Donc après, tu peux facilement, là, on a pris le cas du fail, on peut faire un run et on va voir le cas passant, par exemple. Et Super. lui, il va aussi être en vert, logiquement. Super, donc on peut le lancer. Après, je te propose, Adèle, qu'on passe à l'étape d'après, parce que le chrono Oui. avance pas mal. Ah oui, il nous reste 8 minutes, excusez-moi. Donc oui, tout à l'heure, je disais la nuance de couleur que vous allez avoir ici. Donc ça, c'est un petit peu un contrôleur visuel. Donc ça, ce sont les cas de test qui ont été set as publishable. Donc à partir du moment où vous êtes prêt à les publish, donc ça change de couleur. Donc là, voilà, ça c'est un petit peu à quoi ça ressemble. Pourquoi il y a une nuance de couleur après quand vous faites votre publish, vous publiez sur votre orchestrateur. Alors gardez en tête, donc là, ce que je voulais peut-être vous montrer, c'est qu'on va passer sur la partie test manager. Dans la partie test manager, on a deux possibilités. Donc, je me suis créé ce petit projet-là. Tout ce qui est exécution et compte rendu d'exécution, ça va être sur ce dashboard-là. On va avoir un coverage, on va avoir un automation rate et on va aussi avoir les statuts d'exécution. Alors, supposons que vous avez fait beaucoup de tests en local et vous avez juste oublié de les uploader sur votre orchestrateur. Rien n'est perdu. Tout ce que vous avez à faire, c'est revenir ici, clic droit et c'est Upload Result to Test Manager. Et voilà le travail, tout est uploadé. Vous allez avoir vos nouveaux statistiques, enfin votre nouveau dashboard qui sera mis à jour. Vous allez avoir un petit message de successful. Bim. Et après, on va revenir ici, on va les avoir dans notre dashboard. Voilà. À chaque fois, ça va s'incrémenter et vous allez avoir un petit point visuel pour les test cases. Alors, vous avez deux moyens. C'est soit vous allez les ajouter un par un ici à la mano, soit vous les récupérez directement depuis votre gestionnaire d'incidents. Sinon, la troisième possibilité, qui est un petit peu plus simple, une fois que vous les avez développés, tout ce que vous allez faire, c'est Link to Test Manager. Et une fois que vous avez fait Link to Test Manager, il va avoir le name que vous pourrez choisir et dire que c'est un new test case, lui appliquer le nom et il n'y a aucun requirement, sauf que celui-ci, on pourrait peut-être lui ajouter un, c'est l'authentification. Et de cette manière-là, sur votre test manager, vous avez déjà trouvé un prérequis sur votre test manager. Vous faites OK, vous attendez un petit peu que ça mouline. Ah, pardon, je ne vous ai pas montré, oui. Ici, dans le when, dans les prérequis, on avait mis l'authentification. Par exemple, si on veut revenir sur la step, bien sûr, j'ai tout fermé. Sur la step 2, step 1, pardon. Step 1 de notre cahier de recettes, qui est apply for a loan. Non, pardon. As a user bank, I can apply for a new account. Et je devrais avoir ça avec un nouveau formulaire. Et du coup, je vais mettre en prérequis l'authentification, créer mon nouveau process. Je suis sur le mauvais. Voilà. Donc là, on va voir dans notre given
l'authentification process. Et après, on va voir le step 1 qui est Apply for a loan. Et dans Apply for a loan, on va voir la différente stratégie le process afin de pouvoir aller sur account et apply for a new account. Et bien évidemment, on revient ici, on va retrouver notre petit flowchart avec l'expected result et le verify et failed cases. Donc là, nous, ce qu'on vient de voir, c'est qu'on a pushé tout ça sur l'orchestrateur. Je vais accélérer. Je prends un petit peu trop de temps. On rafraîchit. Et voilà, donc là, on va voir notre TAI 4 qui est le Apply for a Loan. Une fois qu'on a tout ça ici, une manière de gérer ces datasets, on va aller sur JDD Bank. Ça c'est un petit peu un jeu de données. On a la possibilité de les faire à la main, donc créer des arguments à la main ou plutôt directement uploader un document. J'accélère. Test results, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu le compte rendu d'exécution, pardon, compte rendu d'exécution de nos cas de test. Donc là, vous voyez 3 pass, 0 failed, 0 execution, non executed. Et là, vous allez avoir une fois de plus un suivi. Et finalement, pour la partie que ça intéresse tout le monde, je suppose, c'est comment les lancer depuis l'orchestrateur. Depuis l'orchestrateur, vous allez directement sur l'orchestrateur. Désolé si je parle vite. Je veux juste regarder du temps pour qu'on puisse poser vos questions. Vous allez sur Shared et vous allez sur Testing et vous allez vous retrouver avec tous vos test cases. Dans vos test cases, vous avez la possibilité de les lancer directement d'ici. Vous faites Execute et ça va lancer en fonction des jeux de données que vous lui avez donnés. Si vous êtes si vous voulez faire ça un petit peu à la mano, vous pouvez choisir les arguments et leur définir leur contenu au fur et à mesure. Donc là, je vais faire un cancel. J'ai pas envie, j'ai envie que ce soit execution target et juste le lancer directement depuis l'orchestrateur. Ça devrait marcher. Donc là, tu viens de lancer un test. Comment on lancerait un job pour un processus habituellement avec UiPath? Exactement. Tout à fait. Alors, l'avantage, c'est aussi, on peut mettre des triggers. Si jamais, c'est un petit peu sur le point d'ouverture qu'on va voir après, c'est si vous voulez l'intégrer par rapport à des déploiements, si vous avez juste un calendrier d'exécution des tests, pareil, vous pouvez lui ajouter à ça le job et lui donner un time slot sur lequel il va tourner. Et voilà. Donc là, je vais m'arrêter. Je vais vous laisser quand même 3 minutes pour les questions. Désolé pour le contre-temps. Aucun souci, Abdel. En tout cas, merci beaucoup sur toute cette présentation. Donc là, ce qu'on voit, c'est que c'est les robots qui tournent tout seuls. Abdel n'a plus possession de son PC. Aucun. Parfait. Merci beaucoup, Abdel. Donc, tu nous as fait même la présentation de la démonstration et tu es allé jusqu'à la slide d'après. Donc, je vais reprendre le partage d'écran. Oui, je vais arrêter le mieux. Sur tout ce qui est donc test manager sur l'orchestrateur. Donc, bien évidemment, hein, c'est un sujet qui est tellement vaste et tellement dense sur la partie test. Donc, merci beaucoup pour toute cette démonstration. Et tu as été, à mon avis, clair, précis et tu as bien pu montrer comment on pouvait mettre ça en place. Donc, tu es parti du studio, du développement, du test cases, de la réalisation, de la publication et le lancer depuis Test Manager. Et tu as même montré qu'il peut avoir des jolis dashboards, qu'on peut monitorer tout ça, mettre des triggers, tout ce qu'on a l'habitude de faire dans l'automatisation. On peut le faire aussi donc maintenant sur du test automatisé. Oui. Pour clôturer donc ce meeting, ce webinaire, pardon, l'ouverture et bientôt, bien sûr, les questions. On pourra prendre quelques questions pour ceux qui peuvent rester aussi par la suite. CI/CD, est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots et comment, en quoi ça peut s'intégrer dans une stratégie CI/CD, une vision CI/CD, tout ce qui est la partie automatisation et donc automatisation de test. Alors, CI/CD, c'est Continuous Integration, Continuous Deployment. En gros, l'idée derrière, par exemple, je vais prendre l'exemple d'Azure DevOps. L'Azure DevOps, on peut intégrer en fait dans notre pipeline de livraison, de déploiement, pardon. En fait, on va comment dire, include. On va intégrer, ouais, inclure. Intégrer, merci. Donc, on peut intégrer des tickets, par exemple, côté Azure DevOps, qui, eux, sont liés directement à notre test manager et par lesquels on pourrait directement lancer nos tests d'exécution au moment où on va lancer le déploiement. Donc, en gros, c'est vraiment essayer d'intégrer ces tests-là à des déploiements automatisés ou du moins qui sont qui ont été lancés par un utilisateur et directement avoir ces tests suite à une livraison afin de pouvoir prédire ou pas d'ailleurs, s'il y a des anomalies, s'il y a des choses qu'on devrait, ou créer même des tickets. Alors moi, ce que j'ai voulu faire, c'est aller un petit peu plus loin et donner la main au robot. Une fois qu'il a trouvé une anomalie, c'est directement prendre une capture, tout comme ce que fait le Error Framework, et créer directement le ticket. Et ce ticket-là sera envoyé aux personnes responsables de l'environnement. Comme ça, eux, ils pourront savoir quels sont les types d'anomalies qui peuvent venir. Donc, c'est pour ça qu'on parle de CI/CD. C'est un petit peu
s'imaginer comme si on allait vraiment faire appel à une équipe de test et qui va être le trigger pour ces équipes de test-là, ça va être le déploiement. Une fois que le déploiement a été fait, le robot va être lancé et suite à des différents incidents, il va remonter des erreurs. Si on n'en a aucune, il peut donner son feu vert ou un taux de confiance, parce que bien évidemment, on va parler de taux de confiance par rapport à cette livraison-là, parce que comme tout testeur qui se respecte, nous ne pouvons pas tester tout. Évidemment, c'est fort impossible, mais on va avoir un taux de confiance. Et c'est à partir de ce taux de confiance-là qu'on va décider, ou plutôt juger, si oui ou non on va procéder avec cette livraison. Donc, si je comprends bien, dans cette stratégie d'intégration continue et déploiement continu, j'ai mon application, je la déploie en production. Ça va lancer avec des triggers automatisés, des tickets qui sont créés, ma vérification de mes 10 test cases, 20 test cases, 50 test cases. À la fin, ce que tu me dis, tu vas plus loin que juste lancer des test cases qu'on aurait pu lancer manuellement. Donc là, déjà, ça peut être automatisé ça. Mais en plus de Exactement. ça, on peut automatiser du coup le reporting des résultats et la Ouais, création de tickets d'incident aussi, peut-être pour fixer des bugs de régression qu'on a pu avoir. Et du coup, on ouais. peut même créer du coup un robot qui, au final, c'est lui qui donne le go, no go limite pour dire l'application est déployée et on est confiant sur le Oui. fait qu'il n'y ait pas de régression. Bien évidemment, Alors, bon, on va garder quand même Abdelaziz pour vérifier tout ça, quoi. non, juste un truc. Il faut toujours faire attention à pas de faire de hyper automation au point où on exclut carrément le jugement d'un responsable. Donc, en gros, à partir du moment où on se dit on peut faire tellement de choses et qu'on peut les automatiser à point de créer des tickets et juger et tout ça, moi, je n'irai pas jusqu'à là. Parce que un robot, il répond à des exigences. Et en gros, si l'exigence, pardon, n'est pas assez explicite et qu'il y a des failles ou un jugement qui devrait être humain, là, on pourrait avoir des problèmes et c'est peut-être pas le bon moment d'avoir des problèmes quand on est en production surtout. Tout à Tu fait. vois ce que je veux dire? Oui, Et, oui. euh, et c'est un petit peu ça. Donc, il faut vraiment être, euh, chercher tout ce qui est éligible, mais pas aller dans l'exagération de l'automatisation, dans le point où ça peut c'est une lame double tranchante en fait. À la fois, je veux automatiser et gagner du temps, mais pas au point où j'aurais perdrai de la qualité. C'est surtout ça le mot-clé, c'est la qualité de mon livrable à la fin. Donc, tous les responsables applicatifs n'ont pas à craindre des robots. Au contraire, les robots sont là pour les aider, pas pour les remplacer. Et on Exactement. accorde quand même besoin de leur analyse pour les validations finales. Oui, nous Euh, ne sommes pas là pour remplacer. super. Alors, comme le temps tourne et qu'il est déjà 14 heures, Oui, je pense qu'on va devoir clôturer la session. Je oui, remercie d'ailleurs toutes les personnes qui dans le chat ont posé des questions et on a eu l'aide, le support de. J'ai vu Joachim, Hiba, j'ai vu, je pense aussi Nadia, merci à vous. Merci aux autres. ouais. J'ai pas pu regarder toutes les questions dans le chat, mais j'ai vu que ça a déjà interagi entre eux pour répondre aux questions. Donc c'était super. Merci à vous tous. Donc, on arrive à la fin de ce meet-up. Je te remercie, Abdel. Merci beaucoup pour ton temps, pour ta pédagogie Avec et pour plaisir. ta clarté. Pour tous ceux qui ont envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à rejoindre la communauté UiPath France Community. Vous pouvez contacter Abdel sur son LinkedIn. Il sera ravi de pouvoir échanger avec vous. Vous pouvez me Avec contacter. plaisir. Je serai aussi ravi de pouvoir échanger avec vous, mais c'est Abdel aujourd'hui qui nous a vraiment transmis son savoir sur la partie automatisation. Et dans tout ce qui est relatif à la communauté, vous pouvez aussi contacter donc il y a Hiba qui est chapter leader et donc après vous pouvez rejoindre la page aussi de la communauté. Rejoignez-nous, soyez force de proposition. On vient de publier un nouvel event qui aura lieu dans 2 semaines sur IA Center. On aura la chance d'avoir Oumaima et Dalila pour pouvoir nous présenter c'est quoi le IA Center, les nouvelles features, comment l'utiliser. Donc n'hésitez pas, foncez, suivez la page, rejoignez aussi la UiPath Community. Vous pouvez être ajouté dans la mailing, comme ça vous ne raterez aucun événement. Vous serez averti de tous les nouveaux événements. Et comme Hiba nous l'a dit au tout début, soyez force de proposition et n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Merci Exactement. beaucoup. Merci à tous. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. À très bientôt. Salut.